Amoureuse des livres, Valérie Debigny se consacre depuis des années aux livres pour la jeunesse, notamment à travers le site 123loisirs.com. Valérie Debigny est notre invitée. Bonjour. Bonjour Martial. Et vous venez présenter un nouvel ouvrage intitulé « Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans ». Valérie Debigny, cet ouvrage, tout autant d'ailleurs, je le disais à l'instant, que votre engagement personnel et professionnel répond à une exigence, en gros, l'importance de la lecture dès le plus jeune âge. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Il faut rappeler. Et accompagner les parents, les éducateurs dans leur choix de livres, parce qu'on sait bien que dans une production pléthorique, il y a des choix à faire. Et c'est vraiment ça le cœur de mon engagement, qui ne se fait pas seul. J'ai tout un comité de lecture d'une quinzaine de personnes très actives, très fines, qui évaluent les livres aussi, et leur souffle, leur qualité littéraire, etc. Et de plus en plus, on nous demande, mais comment donner le goût de la lecture? Comment accompagner nos enfants des tout petits, 0, c'est un peu provocateur, 0 évidemment, 16 ans, il faut mettre une limite, mais on se rend compte que les grands ont aussi besoin d'être accompagnés, y compris des enfants qui ne sont jamais vraiment entrés dans le plaisir de la lecture. Ils prennent de l'âge, si je puis dire, ils entrent au lycée, ils continuent leurs études, etc., et se rendent compte qu'ils ont des failles, et là aussi, ils ont besoin d'être accompagnés. On parlera de ces 16 ans où aussi on voit des décrochages, mais sur cette idée-là de l'importance de la lecture, vous dites que c'est une source de nombreux avantages pour le développement cognitif, émotionnel et social de l'enfant. C'est scientifique ce que vous dites là ? Alors, je ne suis pas scientifique. Je m'appuie sur ce que j'ai pu lire de la part des scientifiques, des neurosciences, notamment Michel Desmurget, faites-les lire. Mais je m'appuie surtout sur notre observation, depuis des années, sur cette approche empirique du rapport de l'enfant avec le livre, de son rapport au livre. Et oui, on se rend bien compte de tous ces liens qui se tissent. Et c'est très beau parce que qui touche toute l'unité de la personne, son cœur, son émotion, son esprit par les mots, le vocabulaire, les rythmes, les phrases, les temps, et puis son corps, parce qu'il y a un aspect très sensoriel. Et chez le tout petit, oui, dès les premiers mois, il y a ce côté sensoriel. Il touche un livre cartonné, il observe des couleurs, souvent des couleurs primaires, qui sont choisies pour que son œil voit bien les contrastes. Il a ce côté aussi sensoriel du rapport à la personne qui lui lit une histoire, vous voyez, le toucher. Il y a énormément de choses. La voix, il entend. Tout cela nous touche tous les aspects de la personne et les fait grandir. Alors, dans cet ouvrage édité chez Artege, vous citez Jules Renard et une très belle phrase « Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. » Une graine qui germe. Est-ce que lire à un enfant a la même importance qu'un enfant qui lit par lui-même, dès lors qu'il a la capacité, bien évidemment, d'avoir cet apprentissage de la lecture, de l'avoir acquis? Quand je lis un livre à un tout petit, est-ce qu'on lui laisse aussi cette petite graine qui germe? En fait, c'est assez mystérieux, merveilleux, presque magique. C'est un mot un peu valise, mais c'est vrai que tout cela revêt des dimensions très complémentaires et très complémentaires au fil du temps. On ne peut pas se dire... Mon tout petit qui ne sait pas lire, bien sûr, je lui lis une histoire. Il est en CP, il commence à déchiffrer, ce qui est différent de savoir vraiment lire. J'attends qu'il comprenne le sens des phrases et il se débrouille. Il est lâché dans le grand bain. Terminé. Non, c'est plus compliqué que ça et c'est plus riche que ça. En fait, dès lors que l'enfant sait lire, qu'il peut lire un livre, même un roman de 200 pages tout seul, le plaisir d'entendre une lecture, le plaisir pour lui de lire à voix haute à quelqu'un n'est pas fini. Et cela peut se poursuivre toute la vie, y compris avec les grands. Lire des passages à haute voix les uns aux autres, ça fait partie de tout ce plaisir qu'offre la lecture qui nous tient, qui nous relie. C'est ça qui est merveilleux. Donc non, il n'y a pas de frontières. Je pose la question aussi parce que vous mettez de 0 à 16 ans. Et à 0, on se dit par exemple, on peut chanter. Même quand le bébé est dans le ventre de la maman, on peut chanter, il reconnaît les voix, etc. Mais à partir de quel moment on lit quelque chose à un enfant, à un bébé? Le réalisateur, là, aujourd'hui, qui nous filme, il a un bébé de 4 mois. Hein, c'est ce qu'il nous disait à l'instant. Est-ce qu'il faut déjà commencer à lui lire quelque chose? Moi, je pense que oui, très vite, il faut commencer à lire. Il y a une espèce de rythme. Et puis quand vous avez votre bébé dans les bras, par exemple, vous lisez pour vous-même, vous lisez à voix haute.
il va sentir d'abord ce rythme, ce temps, cet apaisement. Là non plus, je ne suis pas scientifique, mais je suis certaine que lorsque l'on s'assied tranquillement, que l'on met loin de soi son propre portable, et que l'on donne du temps, je pense que notre rythme cardiaque s'apaise, que l'enfant le sent très bien. Tout ça, c'est déjà du lien. En fait, c'est une imprégnation. Et que l'enfant, lorsqu'il ouvre les yeux, dans ses premiers mois, soit entouré de livres. Plus il grandit, plus il sera attentif au fait qu'il est entouré de livres. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les familles. Et on se rend bien compte que là, il y a déjà des fractures très grandes. Mais je tiens toujours à dire que ce n'est pas une question de moyens. Vous voyez ? Avoir des livres chez soi, c'est pas une affaire de riches. Et ça, c'est vraiment capital. Ce bain culturel est capital. Bain culturel aussi par la langue maternelle entendue. Il l'entend dans nos conversations. Mais lorsqu'on lit avec un certain rythme, en mettant le ton, là aussi c'est un bain culturel qui sonne à ses oreilles et très tôt, je pense qu'on peut commencer en effet dès 4 mois. Alors, le guide que j'ai entre les mains ne comporte pas de suggestion de livres, parce qu'il est complémentaire. Alors, je l'ai retrouvé de la nouvelle édition d'une bibliothèque idéale. Alors ça, c'est aux éditions Critérion, si je ne me trompe pas, c'est bien cela. Une bibliothèque idéale, alors là, c'est Que lire de 0 à 16 ans. C'est un ouvrage que vous avez publié avec Anne-Laure Blanc, que nous connaissons bien à TV Liberté, et Hélène Fruchard. Parce que le paradoxe, quand même, c'est que si le temps de lecture ne cesse de chuter, la parution et la vente de livres de jeunesse se portent bien, et qu'il faut quand même se repérer dans une production souvent pléthorique et totalement inégale. Oui, tout à fait. Et là, on ne peut pas y aller tout seul. C'est trop risqué. On peut y aller tout seul lorsqu'on a pris l'habitude d'observer, lorsque on a conscience du fait que tout ne se vaut pas. Et la question qui se pose là, c'est face aux écrans qui mangent tout le temps des enfants, notamment des adolescents, les parents se disent, dès lors qu'il a un livre entre les mains, je ne vais pas en plus aller mettre mon nez dans ce qu'il lit. Faux. Parce que ce que votre enfant lit peut le salir aussi bien qu'une série, qu'un film ou une vidéo. Vous voyez ? Donc il y a des choix à faire. Oui, alors, secteur pléthorique qui soutient bien le secteur de l'édition, le secteur jeunesse, marche bien. Il faut aussi relativiser un petit peu, ce ne sont pas que des livres. Dans tout ce volume-là, il y a tout ce qui est activité, coloriage, etc. Donc, c'est vaste. Mais en effet, pour se repérer, il est bon de s'appuyer sur des sélections en qui on a confiance parce qu'aujourd'hui, et cela ne date pas d'aujourd'hui, puisque nous avons vu venir tous les changements de civilisation, tout ce qui aujourd'hui apparaît vraiment un fumet, ce n'est plus un fumet, c'est vraiment une très forte odeur de wokisme, nous l'avons senti venir tout doucement depuis très longtemps. Très très longtemps. Donc il y a des choix à faire, éveiller l'esprit critique de ces enfants, donc ne pas faire toujours les choix pour eux. Un beau jour, bien sûr, ils ne vous écouteront plus. Vous ne serez plus le premier prescripteur. Et tant mieux, ils iront chasser, pêcher par leurs propres moyens. Il faut qu'ils aient appris à se repérer, à éviter les livres qui les salissent, qui leur font du mal. À savoir, fermer un livre qui ne leur fait pas du bien. Et pour cela, il faut qu'ils nous aient vus le faire nous-mêmes. Il y a énormément de voix comme ça qui sont en fait des voix éducatives. Valérie Daubigny, dans cet ouvrage, dans ce guide, la construction, en fait, c'est à travers les témoignages ou les rencontres que vous avez faites avec les parents ou avec les lecteurs et les jeunes lecteurs. C'est donc une mine de conseils pratiques. Moi, je vais m'attacher maintenant à ces conseils pratiques. Une première remarque, le goût de la lecture est lié au goût des livres papier. C'est-à-dire qu'on met de côté les tablettes de lecture ? En fait, je pense qu'il ne faut rien exclure. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les tablettes, d'abord, la technologie s'améliore de jour en jour. On a une qualité de luminosité qui n'est plus celle des premières liseuses. Donc, ne pas les exclure. Cela permet, par exemple, à des jeunes professionnels dans les transports en commun de combler des lacunes, d'entrer dans la Pléiade, etc. Donc, ne pas exclure. En revanche, donner le goût du livre papier à l'enfant est essentiel. Ne pas se dire, bon, il est sur son portable, il est en train de lire Victor Hugo, je lui fiche la paix. C'est pas vrai. C'est pas la même entrée en soi. En fait, pour une qualité de mémorisation, d'intériorisation, qui n'est pas la même. Parce qu'il y a ce toucher. Pardon, il n'y a pas un paradoxe. Oui. Dans une page, vous dites, attention à ne pas sacraliser le livre. Oui. Alors, pardonnez-moi, vous êtes en train de faire le contraire, là.
Alors, je ne le sacralise pas, puisque je dis que l'on peut utiliser d'autres supports. Et puis, je ne le sacralise pas parce que le livre en soi reste un outil, reste un moyen. En revanche, il est un objet qui peut revêtir une couleur de trésor, surtout lorsqu'il se transmet. Vous voyez, c'est ça, moi, qui me fascine. Je prends un livre à la bibliothèque, il a fait rêver des gens avant moi que je ne connais pas. Je ne sais pas, même pas les images qu'ils se sont créées. Il en fera rêver d'autres après. Dans les familles, dans les bibliothèques. Je prends un livre dans la bibliothèque d'une maison de vacances. Il a fait rêver les générations du dessus. Il sera lu par les générations d'en dessous. Tout ça nous relie mystérieusement. Là, il a un côté trésor. Mais ne pas le sacraliser, oui, laisser nos enfants arpenter d'autres moyens, certainement. Mais ne pas oublier ce livre papier qui nous touche au cœur. Alors, il y a une difficulté à laquelle tous les parents sont confrontés. Un jour ou l'autre, c'est que faire quand un enfant s'écrit « Moi, j'aime pas lire. Moi, j'aime pas lire. Ouais. » Est-ce que c'est possible déjà qu'un enfant aime pas lire ? Oui, j'en ai fait l'objet d'un chapitre et d'un des premiers chapitres parce que c'est quand même ce qu'on entend assez souvent. Et moi, ça me fait de la peine parce que je me dis non, ce n'est pas que tu n'aimes pas lire, c'est que tu n'as pas trouvé encore un livre qui déclenche en toi ce bonheur. Pourquoi ne l'as-tu pas trouvé ? Est-ce que il y a suffisamment de propositions ? Et les propositions, ouvrons le champ. En littérature, il y a énormément de genres, on ne les explore pas tous. On oublie par exemple parfois la nouvelle. La nouvelle peut tout à fait déclencher le plaisir de la lecture chez un jeune collégien, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est un nombre de pages restreint, voilà, avec une histoire forcément... Il va vite avoir la chute. Une chute souvent en point d'interrogation, un peu mystérieuse. C'est un genre qui nécessite chez l'auteur de ciseler, de ne pas multiplier les descriptions, mais de savoir trouver le mot juste qui va susciter une image. La nouvelle est un très bon genre. Donc, pourquoi n'aimes-tu pas lire ? Parce que tu n'as pas trouvé encore le genre qui te convient ? Parce que les propositions qui ont été faites étaient trop difficiles ? Donc, noyade. Parfois, on est très pressés, nous, en tant que parents, de faire lire à nos enfants ce qui nous a enchantés. Soit on donne trop tôt, soit, non, il n'a pas la même sensibilité que nous, ça va tomber à côté. Il faut faire attention de multiplier les propositions. Ah oui, d'être attentif au goût aussi, les rejoindre dans leur propre goût. Alors, multiplions les propositions. S'il n'aime pas lire, pourquoi pas lui donner un outil de transmission, pardon Valérie Debini, datant de 2024, c'est-à-dire du 21e siècle, c'est-à-dire un écran et les réseaux sociaux, parce que ça reste un remède à l'isolement, parce que ça aussi, l'isolement par le livre, ça existe. Oui, j'entends bien. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une génération qui prend la vague du numérique un peu en pleine figure. Et en effet, nous avons vraiment besoin de l'expérience des uns et des autres pour apprendre à la recevoir et à nager convenablement. Donc, si l'on pense que les réseaux sociaux, que le fil de ces réseaux sur son smartphone permet d'être relié, je pense que l'on fait erreur. On peut rester très isolé avec ce fil. Donc attention, et je pense que pour trouver la bonne voie, rien ne vaut le dialogue. Le dialogue avec cette jeune génération qui déjà ne l'utilise pas de la même manière que la nôtre et que les jeunes parents. Dialogue qui va permettre aux uns et aux autres de s'ajuster. On s'ajuste par le dialogue. Donc oui, moi je me méfie beaucoup de la lecture, la prétendue lecture sur un fil avec des notifications qui en fait vous viennent en pleine figure, ce qui est extrêmement différent du fait d'aller consciemment prendre un livre, l'ouvrir, le fermer avec sa propre volonté. Je pense qu'elle est là, la différence. Et à son rythme. Ah, il y a une autre difficulté. On en a vu, j'ai parlé du mot décrochage. Ben, ça, c'est un outil, c'est un moment qu'on connaît là aussi, quand on est parent un peu. C'est d'un seul coup, l'enfant, il lisait, c'est formidable, tout se passait bien. Et à l'adolescence, d'un seul coup, boum, il s'arrête de lire. C'est le décrochage, patatras. Qu'est-ce qu'on peut faire là aussi pour lutter contre le décrochage à un moment où, bien évidemment, l'enfant se présente de manière un peu plus rebelle, moins pâte à modeler. Moins souple. Difficile, ça tombe en général pour les garçons en 5e, pour les filles peut-être un tout petit peu plus tard. Exact.
Ce décrochage, je pense que s'il entraîne une crispation du côté des parents, on va droit dans le mur. Parce que c'est le moment où il nous attend en plus dans nos crispations. Donc, comment réagir en souplesse ? Patience, proposition, et puis être inventif. On peut très bien imaginer, à l'instar de ce qui se fait dans les écoles, le quart d'heure lecture dans les écoles, qui marche bien. Moi, j'ai vraiment de très bons retours de professeurs, d'enseignants, même de personnel administratif dans les écoles. Tout le monde s'arrête et pendant un quart d'heure, toute l'école lit. Pourquoi ne pas faire ça à la maison ? Ça peut nous faire beaucoup de bien à nous aussi. Parce que parfois, on croit soi-même qu'on est très lecteur. Moi, j'aime bien dire aux personnes qui me disent « mon enfant ne lit pas », je dis « aujourd'hui, votre enfant, vous avez vu combien de temps avec un livre entre les mains ? Combien de temps avec votre téléphone entre les mains ?» Voilà, un petit moment qui soit un petit moment trésor. Ça paraît révolutionnaire, vous voyez, mais ça peut très très bien se mettre en place en famille. Et puis, le livre audio, parce que ce décrochage, il tombe à un moment où l'adolescent est parfois englué dans sa paresse aussi. Il y a un moment, une lourdeur. Le livre audio, c'est pas mal aussi pour entrer dans les œuvres. Moi, je trouve que c'est très bien. Et puis, ça peut conduire à lire, repartir vers le livre. Pourquoi ne pas alterner un chapitre lu, un chapitre écouté ? Il y a des sites pour ça. Il y a d'excellentes collections. Je pense par exemple à Écouter lire chez Gallimard Jeunesse, avec de belles voix. Vous voyez, quand c'est bien lu, avec un certain rythme. Parce que l'une des difficultés aussi, c'est que nos enfants apprennent de moins en moins bien à lire. Donc, ils annonnent. Quel plaisir d'annonner une histoire avec du suspense. Il n'y en a pas beaucoup. Le petit coup de pouce qui vous fait avancer dans l'intrigue, je pense que ça peut être un des bons trucs. Voilà, un message que M. Delogu aurait dû entendre. Il aurait dû écouter TVL. Dernière question. Quel est le meilleur cadre pour acquérir le goût de la lecture ? Cadre familial, cadre scolaire, cadre associatif ? Comment acquérir ce que vous appelez le bloc nécessaire des pensées et des sentiments ? Ça aussi, très joli terme. Je pense que tout est complémentaire. Et vraiment, je crois qu'on peut rendre hommage à tous ceux qui se dévouent dans les associations et même déjà dans les crèches, vous voyez, qui arrivent avec des livres, qui mettent des albums entre les mains des enfants qui n'en ont pas à la maison. Donc, il y a tout cela. Tout cela est vivant. Je pense qu'on peut s'en réjouir, vous voyez, faut pas pleurer, faut pas déplorer. Il faut agir et s'appuyer sur ce qui existe. Les familles, bien sûr, sont les premières à transmettre cela. Parfois, elles en sont dans l'incapacité, mais soutenons-les. L'école, il y a beaucoup d'initiatives dans les écoles, une bonne bibliothèque d'école, bien conçue, bien achalandée, j'ai envie de dire. Là aussi, il faut faire des choix. Il ne s'agit pas de prendre les livres qui arrivent au petit bonheur la chance. Trop dangereux. On construit sa bibliothèque d'école. Et puis oui, beaucoup d'associations, beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles. Nous sommes bénévoles. 1, 2, 3 loisirs, c'est totalement bénévole. C'est du temps donné. C'est de la passion. Et cette passion, elle est dans beaucoup de réseaux. Mais j'ai encore plein de questions fort pratiques à vous poser. Le temps passe, donc je vais essayer de faire court. La tentation, est-ce que c'est pas non plus pour les protéger toujours, de faire appel à des livres un peu plus anciens où le wokisme est exclu, où le marxisme est exclu, où les idéologies mortifères sont exclues, et de fermer la porte à tout ce qui est nouveau, ou est-ce que dans ce qui est nouveau, il y a aussi des perles ? Merci de me permettre de dire qu'il y a une création contemporaine de qualité aujourd'hui. Vraiment. Des maisons d'édition, souvent petites, qui tirent le diable par la queue, qui ont cette exigence de belles plumes, belles illustrations, belles éditions, belle qualité d'édition, et puis surtout d'honnêteté intellectuelle. Qui ne vont pas inoculer tous les fléaux idéologiques que vous avez décrits. Il y en a encore bien d'autres, l'antispécisme, etc. Donc, qui sont honnêtes, qui font un bon travail. Et si nous nous contentions d'aller acheter nos livres d'occasion et chercher dans nos bibliothèques d'enfance, sans les soutenir,
je pense que nous passerions à côté de notre rôle, de notre responsabilité, et le jour où elle serait morte, eh bien, nous aurions notre part de responsabilité. Donc soutenons-les, tenons-nous au courant. 123loisirs.com, vous l'avez cité, merci, est là aussi pour ça, pour mettre en lumière ce qui passe parfois sous les radars et qui est de qualité. Nous allons, au mois de décembre, décerner le prix des lecteurs actuel 123 loisirs. À partir de 5 pépites, nous essayons de soutenir la création et aussi de nouvelles plumes, parce qu'il y en a. Et ça aussi, c'est notre travail de susciter des auteurs. Hein ? Dernière question, piège. S'il y avait un livre, un seul livre, qu'il faudrait donner à, disons, un enfant qui rentre en 6e, 10, 11 ans, plutôt 11 ans même, qu'est-ce que vous lui demanderiez de lire, en excluant la Bible ? Oui. En 6e, je pense que pour... En 6e, c'était Pagnol, hein, comme oui, lycée, c'est hein, ça, c'est beau, Pagnol. Ouais. La gloire de mon père, le château de ma mère, etc. En 6e, pour peut-être susciter sa curiosité, nourrir son imaginaire, je lui proposerais, 6e, 5e, hein, je lui proposerais peut-être Le Monde de Narnia, parce que c'est de C.S. Lewis. Très bien écrit, imaginaire, très bien conçu parce que c'est du fantastique qui est à sa place. Nous sommes dans notre monde, nous ouvrons une porte, nous passons dans un autre monde. Tout n'est pas entremêlé. Beaucoup de spiritualité. Voilà, spiritualité, belle plume, beaucoup de passion, d'amour, et d'amour chez cet auteur. Cet auteur qui respectait son lecteur. On le voit dans les lettres de Narnia. C'est un livre extraordinaire. Les lettres que C.S. Lewis écrivait à ses lecteurs. On voit ce respect qu'il a pour son lecteur. Ça, c'est une clé essentielle. Et plusieurs tomes. Et oui, voilà, en plus. On peut continuer. Merci beaucoup. On ira revérifier dans une bibliothèque idéale. Que lire de 0 à 16 ans, c'est chez Critérion avec Anne-Laure Blanc, Valérie et Hélène Fruchard, Valérie Daubigny et Hélène Fruchard. Et puis bien évidemment, vous êtes venus pour évoquer ce petit guide que je vous conseille de lire parce que vraiment, il faut qu'on s'occupe de nos enfants. C'est la priorité. Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans et c'est aux éditions Artege, des belles éditions aussi. Merci Valérie Daubigny, toujours de vos conseils précieux. Merci.